Wilkie Collins, Cache-cache. Partie 8 du livre audio. Livre 2e, où les masques tombent. 2. Le retour du fils prodigue. Lorsque Zach parvint à Beargrove Square, il était 4 heures du matin. L'horloge de l'église paroissiale sonna à l'instant où il s'approcha de sa porte. Immédiatement après ses adieux à Matt, un destin malicieux avait ordonné qu'il passât devant l'un de ces estaminets qui demeurent ouverts tard, ou, en termes plus appropriés, tôt, pour leurs clients aux petites heures de la matinée. Mourant de soif, il souffrait encore de la crise de hoquet qui s'était emparée de lui lorsqu'il se trouvait en compagnie de son nouvel ami. « Et si j'essayais une goutte de cognac pour me remettre ?» songea Zach en s'arrêtant devant le seuil fatal de l'estaminet. Il entra assez facilement, mais il en ressortit avec les plus grandes difficultés. Quoi qu'il en fût, il atteignit son but, se guérir de son hoquet. Le remède employé agit assurément sur ses jambes aussi bien que sur son estomac, mais cela ne constitue qu'une excentricité physiologique d'importance secondaire qui ne mérite pas d'être rapportée ici. Il était, tandis qu'il regagnait sa maison, fort occupé à glousser au souvenir de l'enchaînement des circonstances agréablement mouvementées qui lui avaient permis de rencontrer son nouveau camarade, et cela l'empêchait de prêter intérêt à sa condition physique ou de remarquer que son trajet sur le trottoir était d'une nature quelque peu sinueuse. Ce fut seulement lorsqu'il sortit la clé de sa poche et qu'il tenta de l'introduire dans la serrure qu'il fit attention à son propre aspect. Alors il s'aperçut que ses mains tremblaient et qu'il ne tenait pas droit sur ses jambes. Il existe quelques hommes dont l'esprit s'énivre, et d'autres dont le corps s'énivre, sous l'influence d'une liqueur toxique. Zach appartenait à la seconde catégorie. Il était parfaitement capable de comprendre ce qu'on lui disait et de se rendre compte de ce qu'il disait lui-même longtemps après que son élocution se fût épaissie et que sa démarche fût devenue incertaine. Il était désormais tout à fait conscient que sa visite à l'estaminet n'avait jamais eu pour but de le remettre d'aplomb, et, tout à fait persuadé de l'importance du silence à l'instant de monter furtivement dans sa chambre, mais en même temps s'avérait sa totale incapacité à introduire la clé dans la porte dès le premier essai, ou à repérer efficacement le trou de la serrure sans s'être penché au préalable contre les grilles latérales. « Du calme, murmura Zach, ou c'est la catastrophe si je fais le moindre bruit. » Il chercha la serrure à tâtons et guida la clé avec précaution, de la main gauche, jusqu'à l'endroit adéquat. Ensuite, il ouvrit la porte, si doucement qu'il s'étonna lui-même, pénétra dans le vestibule avec une discrétion miraculeuse, puis referma la porte et s'écria « Chut !» lorsqu'il constata qu'il avait laissé glisser la clenche un peu trop bruyamment. « Je ne vais pas fermer le verrou, » chuchota-t-il pour lui-même, « tant que je n'aurai pas gratté une. » Ici, l'absence de sérieux du cognac en tant que remède aux fermentations gastriques fut concrètement démontrée par un subit regain de sa crise de hoquet. « Chut !» s'exclama Zach pour la seconde fois, terrifié par la violence et la soudaineté de cette rechute. Il plaqua une main contre sa bouche. Trop tard. Après avoir erré sur les genoux avec une extraordinaire persévérance dans le halo de son bougeoir de chambre, qui était placé sur l'une des chaises du hall, il réussit, non point à trouver la boîte d'allumettes, mais à le faire tomber de la chaise et à l'envoyer rouler sur le sol dallé, jusqu'à ce qu'il s'arrêtât contre le mur d'en face. Avec quelque difficulté, il le récupéra et alluma la lumière. Jamais, dans toutes les expériences de Zach, aucune de ses précédentes allumettes n'avait donné du feu avec un craquement aussi fort que la désastreuse allumette qu'il avait choisie pour allumer sa chandelle. La première chose à faire, ensuite, consistait à verrouiller la porte. Il y parvint fort bien avec le verrou du haut, mais échoua misérablement avec celui du bas, qui semblait cette nuit-là particulièrement résistant. Il commença par grincer férocement quand Zach entreprit de le tourner,
puis s'accrocha méchamment à l'entrée de sa niche et enfin glissa tout d'un coup, sous une légère pression, avant de se précipiter à la vitesse de l'éclair dans la cavité, avec une détonation qui semblait exprimer un triomphe narquois. « Si ce vacarme ne fait pas descendre mon père, » songea Zach, tendant l'oreille et étouffant ses hoquets de toutes ses forces. « C'est que c'est un grand dormeur, bien plus grand que je ne l'aurais cru. » Pourtant, aucune porte ne s'ouvrit, aucune voix n'appela, aucun son d'aucune sorte ne brisa le mystérieux silence de l'étage des chambres. Zach s'assit sur les marches, ôta ses bottes, se releva non sans une certaine difficulté, écouta, reprit son bougeoir, écouta une fois de plus, murmura pour lui-même « Et maintenant, en avant !» et entama sa périlleuse ascension vers sa chambre. Il se tenait tout contre la rampe, allant sans cesse y buter, et la faisant craquer de bas en haut à un moment donné, avant d'atteindre le palier du salon. Il grimpa la deuxième volée sans le moindre incident jusqu'à la dernière marche, proche de la porte de la chambre de son père. Là, sous l'effet d'une cruelle fatalité, le hoquet, jusque-là réprimé, explosa, hors de tout contrôle, et s'accompagna distinctement d'un glapissement convulsif qui fit sursauter Zach sous l'effet de l'horreur. Le sursaut ébranla le bougeoir. L'étouffoir, simplement posé à la base de la bougie, s'échappa et s'en alla bondir joyeusement sur les marches de pierre, avant de rouler sur toute la longueur du palier avec un tintement vif et sonore, en un signe d'exultation éhontée, saluant les mérites de son activité personnelle. « Oh, mon Dieu !» s'exclama Zach à mi-voix, tandis qu'il entendait le son d'une voix qui parlait et d'un corps qui bougeait dans la chambre. Il se souvint qu'il lui fallait encore escalader une autre volée de marche, en bois cette fois, avant d'arriver à ses quartiers, à l'étage des combles. Il monta directement, cependant, avec l'énergie du désespoir. Chacune des marches grinçait et craquait sous son poids, à croire qu'un jeune éléphant, et non pas un jeune homme, se dirigeait vers son lit. Il souffla la flamme, se débarrassa de ses vêtements et, se glissant entre les draps, commença à respirer à un rythme régulier, comme s'il avait été profondément endormi, dans l'espoir insensé d'être encore capable de tromper son père, si jamais M. Thorpe montait l'escalier pour venir le surveiller. À peine avait-il adopté une position allongée qu'une mélopée tonitruante et persistante retentit entre ses oreilles, qui le prit au dépourvu et l'assourdit à moitié. Son lit, la chambre, la maison, le monde entier se mirent à tourner en rond, à se soulever et à s'abaisser frénétiquement avec lui. Il cessa d'être un être humain et devint un atome tournoyant, pirouettant et titubant dans l'espace infini. Il se redressa sur son séant, ramené à son humanité par des sueurs froides et une angoisse mortelle. Le hoquet s'était interrompu, mais lui succéda une autre série de bruits, plus sonores. Des bruits familiers à quiconque a jamais pris la mer, des bruits nautiques et regrettables associés à des cuvettes blanches, à des vagues mouvantes et à la détresse des estomacs mortels qui gémissent, en proie au désespoir émétique. Durant les pauses momentanées entre les attaques, qui se suivaient à un rythme rapide, de la maladie qui désormais le submergeait et que, dans une autre vie, il attribuait entièrement aux influences dyspeptiques du fromage fondu, Zach eut une nébuleuse perception de pieds chaussés de pantoufles gravissant l'escalier. Il tournait le dos à la porte. Il n'avait pas la force de bouger, ni le courage de regarder autour de lui, ni de voix pour implorer pitié. Il sut que sa porte s'ouvrit, qu'une lumière pénétra dans la pièce, qu'une voix cria « Espèce de bête immonde !» que la porte se referma en claquant et qu'on le laissa seul dans une obscurité totale. Peu lui importait la lumière, la voix ou le claquement de la porte, car il n'y pensa plus aussitôt après. Il ne se lamenta pas plus sur le passé qu'il ne spécula sur l'avenir. Il se contenta de s'effondrer sur son oreiller en haletant, de tirer jusqu'à lui ses vêtements avec un grognement et de s'endormir, béatement inconscient du châtiment qui viendrait avec le lever du jour. Quand il se réveilla, tard le lendemain matin, il ne commença par discerner
qu'un début de dégel au dehors et le violent mal de tête dont il souffrait, mais, peu à peu, il se rappela la mémorable bagarre de la Snuggery. Grâce à une sensation de douleur dans les côtes et à la certitude croissante que son nez était devenu trop grand pour son visage, la mémoire de Zach entreprit, correctement quoique confusément, de reconstituer les circonstances de son retour au bercail et de sa désastreuse expédition vers son lit. À ces images s'en mêlaient d'autres. Une lumière avait pénétré dans sa chambre après que se fût éteinte sa chandelle. Une voix l'avait traité de « bête immonde », et la porte avait claqué aussitôt. Sans l'ombre d'un doute, son père était entré dans la pièce et l'avait apostrophé en ces termes emphatiques et néanmoins lapidaires qu'il se rappelait à présent. Auparavant, jamais M. Thorpe n'avait proféré d'injures ni claqué de porte. Il était clair qu'il avait tout découvert et que son fils l'exaspérait comme jamais, de toute sa vie. Aucun autre être humain ne l'avait exaspéré. Au moment où Zach en arrivait à cette conclusion, il entendit le bruissement de la robe de sa mère sur les marches, et Mrs. Thorpe, un mouchoir sur les yeux, se présenta, effondré, à son chevet. Consterné, honteux, il s'efforça d'obtenir au moins le pardon de sa mère avant d'essuyer la colère de son père. Rendons-lui cette justice. Il était tellement accablé de remords qu'il n'osa croiser son regard. Il tourna le visage vers le mur et, dans cette position, en appela à la compassion de sa mère dans les termes les plus émouvants, avec les plus véhémentes protestations qu'il lui eût jamais adressées. Le seul effet qu'il produisit sur Mrs. Thorpe fut qu'elle se mit à faire les 100 pas dans la pièce, en proie à une violente agitation et à une crise de sanglots amers. De temps à autre, des mots incohérents s'échappaient misérablement de ses lèvres. Ils étaient juste assez sensés pour qu'il pût en déduire que son père avait tout découvert et avait subséquemment pâti d'une attaque de palpitations cardiaques, et qu'il s'était senti, à son lever ce matin-là, trop affaibli, dans son esprit comme dans son corps, pour affronter seul l'énormité de l'inconduite de son fils, en conséquence de quoi il était allé quérir la coopération du révérend Aaron Yolop. Tandis qu'il comprenait cela, la contrition de Zach se transforma instantanément en un curieux mélange d'indignation et d'inquiétude. Il se retourna promptement vers sa mère. Mais, avant même qu'il pût ouvrir les lèvres, elle l'informa, avec une sévérité inaccoutumée dans ses inflexions, qu'il était hors de question qu'il se rendît à son bureau comme d'habitude. Il devait attendre sur place le retour de son père. Après quoi, elle se hâta de quitter la pièce. Le fait était que Mrs. Thorpe n'était pas certaine de demeurer inflexible si elle restait trop longtemps en présence de son fils repentant. Mais Zach ne pouvait pas, heureusement, le savoir. Il voyait seulement qu'elle était repartie tout de suite après lui avoir transmis un message de mauvais augure, et il ne pouvait qu'interpréter son attitude de la façon la plus pessimiste. « Si ma mère se retourne contre moi, j'ai perdu ma dernière chance. » Il s'interrompit avant la fin de la phrase et s'assit dans son lit afin de méditer pendant 1 ou 2 minutes. J'aurais pu me résoudre à tout supporter de mon père, parce qu'il a le droit d'être en colère contre moi après ce que j'ai fait. Mais si je dois encore subir le vieux Yolop... Là, les paroles que Zach s'apprêtait à prononcer furent étouffées par le bruit, représentatif de sa fureur et de son désespoir, du coup qu'il assena au matelas sur lequel il était assis. S'étant ainsi soulagé, il bondit hors de son lit et proféra, cette fois avec sérieux, ces quelques mots d'argot fatal qui avaient souvent jailli de ses lèvres, en d'autres temps comme une vaine menace. « C'est cuit pour moi. Il faut que je me tire d'ici. » Il se rafraîchit le corps et l'esprit au moyen d'une bonne toilette, mais sa résolution ne faiblit pas. Il se précipita sur ses vêtements, regarda par la fenêtre, écouta à sa porte, et de tout ce temps, son projet ne changea pas. Comme il ne se rappelait que trop bien les persécutions dont l'avait accablé M. Yolop, la conviction que le révérend allait récidiver avec une sévérité accrue était en soi suffisante pour qu'il s'en tînt à sa décision désespérée. Lorsqu'il eut fini de s'habiller, sa mémoire se ranima à la vue de son calepin, et il repensa à son compagnon de la veille au soir. Alors qu'il réfléchissait au rendez-vous du jeudi matin, ses yeux s'éclairèrent, et il se dit à haute voix, tout en pivotant résolument vers la porte. « Ce drôle de gars a parlé de retourner en Amérique. Si je ne peux pas faire autrement, je m'en irai avec lui.
Tandis que sa main atteignait la poignée de la porte, quelqu'un frappa au battant, ce qui le fit sursauter. Il ouvrit et avisa la femme de chambre sur le palier qui lui tendait une lettre. Il revint sur ses pas, près de la fenêtre, et s'empressa de décacheter l'enveloppe. Plusieurs cartons d'invitation, joliment imprimés et bordés d'un liseré doré, s'en échappèrent. Une lettre se trouvait à l'intérieur, couverte par l'écriture de M. Bliff. Mercredi. Mon cher Zach, vous trouverez ci inclus les billets pour mon exposition de tableaux dont je vous ai parlé hier soir. Je vous les envoie maintenant plutôt que d'attendre de vous les donner ce soir sur les conseils de Lavie. Elle pense qu'un délai de 3 jours, d'ici à samedi, est un peu court, et elle estime plus sage de gagner ne serait-ce que quelques heures, de façon à vous laisser la possibilité d'accorder à vos amis le plus de temps possible pour s'arranger afin de venir à mon atelier. Postez donc toutes les invitations que vous destinez à vos relations dès maintenant, tout comme je poste les miennes, et vous gagnerez une journée par ce biais, ce qui représente beaucoup. Patty est obligée de passer devant chez vous ce matin pour ses courses, et c'est pourquoi je lui confie cette lettre. Parfois, le hasard fait bien les choses. Prévenez qui vous voudrez, mais j'avoue que je préférerais des personnes intellectuelles. Mon tableau sur Christophe Colomb, en vue du Nouveau Monde, est en effet traité sur le mode mystique et, de ce fait, il peut soumettre à rude épreuve des esprits populaires. Avertissez vos amis au préalable qu'il s'agit d'une œuvre d'art de haut niveau et que personne ne peut espérer la comprendre au premier regard. Avec toute mon affection. La lecture de cette missive rappela à Zach certaines aspirations récentes en direction des beaux-arts, lesquelles lui étaient entièrement sorties de la tête pendant qu'il méditait sur ses projets d'avenir. « Je m'en tiendrai à ma première idée, songea-t-il, et je serai un artiste si Bliff me le permet après ce qui est arrivé. Et s'il refuse, je pourrai toujours me rabattre sur Matt. Je mènerai en Amérique une vie de sauvage tout comme lui. » Tout en réfléchissant, Zach descendit au petit salon de l'arrière de la maison, que l'on appelait la bibliothèque. Par la porte ouverte, il constata que nul ne se trouvait dans la pièce. Il entra et, en toute hâte, griffonna la réponse suivante à la lettre de M. Bliff. « Mon cher Bliff, merci pour les billets. Je me suis fourré dans un sale pétrin, car on m'a surpris rentrant ivre à la maison, sur le coup de 4 heures du matin. J'avais volé la clé de l'entrée. Après cela, mes perspectives sont si franchement déplaisantes que j'ai décidé de prendre la poudre d'escampette. J'écris ces lignes dans la précipitation, de peur que mon père ne revienne ici avant que j'aie terminé. Il est allé trouver Yolop, qui va encore me faire la morale, et ce sera pire que jamais. Je ne peux pas venir vous voir ce soir, parce que votre maison est le premier endroit où ils auraient l'idée de me rechercher. Mais j'ai l'intention d'être un artiste, si vous ne m'abandonnez pas. Ne me laissez pas tomber, mon cher ami. Je sais que je suis un vaurien, mais je vais essayer de m'améliorer à condition que vous me souteniez. Lorsque vous irez vous promener demain, je serai au péage de Laburnum Road, et je vous y attendrai à 3 heures. Si vous ne venez pas, ou si vous refusez de me parler quand vous viendrez, je quitterai l'Angleterre, et j'aurai recours à des expédients désespérés. J'ai un nouvel ami, l'homme le plus généreux et le plus passionnant au monde. Il a passé la moitié de son existence dans les solitudes désertiques de l'Amérique. Et, si vous ne me rejetez pas, je l'emmènerai voir votre tableau sur Colomb. Je me sens si malheureux, et j'ai une telle migraine que je ne peux plus écrire. Fidèlement à vous, Z. Thorpe Junior. Après avoir glissé cette lettre dans sa poche, afin d'aller la poster de sa propre main, Zach regarda en direction de la porte, hésita, avança d'un ou deux pas vers la sortie, et finit par rebrousser chemin vers l'écritoire. Il prit une nouvelle feuille de papier dans le porte-document devant lui. « Je ne peux pas quitter ma vieille maman. Elle ne me le pardonnerait jamais, sans lui écrire pour lui remonter le moral et lui faire mes adieux, songea-t-il, tout en trempant sa plume dans l'encre. Il commença avec sa haute écriture illisible, mais il ne put aller au-delà de « ma chère mère ». Le fait d'avoir inscrit ces quelques mots semblait l'avoir soudainement paralysé. Cette main vigoureuse qui avait tenu bon tout au long de l'échauffourée tremblait maintenant au simple contact d'une feuille de papier. Néanmoins, il essaya désespérément d'écrire quelque chose, ne fût-ce que le seul mot d'adieu.
Il essaya jusqu'au moment où les larmes lui montèrent aux yeux et rendirent inutile toute nouvelle tentative. Il froissa le papier et se leva avec empressement en essuyant ses larmes du revers de la main, avec, en même temps, un étrange sentiment de crainte et de méfiance envers lui-même. Il était rare, très rare, que ses yeux s'humectent comme c'était à présent le cas. Peu d'êtres humains ont atteint l'âge de 20 ans sans répandre plus de larmes que Zach n'en avait jamais versé. Je ne peux pas lui écrire tant que je suis ici et, de surcroît, je sais qu'elle se trouve dans la pièce voisine. Je lui enverrai une lettre lorsque j'aurai quitté la maison. En disant que je pars pour peu de temps et que je reviendrai quand le pire sera passé et que cette situation infernale se sera apaisée. Telle fut sa résolution lorsqu'il déchira le papier froissé et sortit rapidement dans le couloir. Il prit son chapeau sur la table. Son chapeau ? Non. Il se souvint que c'était le chapeau qui avait été pris dans la cuisine de la snuggerie. Au moment crucial de sa vie, alors que son cœur défaillait à la seule évocation de sa mère, alors qu'il quittait sa maison en secret, peut-être pour toujours, le cours de ses pensées pouvait, d'une manière incompréhensible, être modifié par l'influence d'une telle broutille. Il en allait ainsi de Zach. Il en va ainsi de nous tous. Nos facultés ne sont jamais plus totalement à la merci de nos plus modestes préoccupations que lorsqu'elles paraissent pleinement absorbées par les plus puissantes d'entre elles. Et il est bon pour nous qu'existe ce semblant d'imperfection dans notre nature. Le tout premier remède de nombreuses douleurs, après l'instant des adieux ou dans une maison en deuil, coïncide, à notre insu, avec le premier moment où nous nous surprenons à penser à un détail aussi trivial qu'un repas ordinaire. La pluie qui avait accompagné le dégel tombait de plus en plus vite. À l'intérieur de la maison, il régnait un silence de mort, et à l'extérieur une morne humidité. Tandis que Zach ouvrait la porte de la rue et, sans hésiter une minute, se lançait désespérément dans la boue et la moiteur afin de s'évanouir dans la foule de Londres, fuyant sa propre demeure. Il fit halte avant de s'engager dans la rue adjacente, au bout du square. Les images des semaines, des mois, des années du passé déferlèrent dans sa mémoire en l'espace de quelques secondes. Il fit halte, regardant, à travers le brouillard humide, la porte qu'il venait de refermer, pour ne plus jamais s'en approcher, peut-être. Enfin, il s'éloigna, boutonna le haut de son manteau avec des doigts tremblants, impatients, et, tout en se disant « Je l'ai fait », et rien ne peut plus le défaire, il tourna hardiment le dos à Bergrove Square. « 3. Le début des recherches. La rue que Matt avait choisie comme lieu de résidence londonien se situait dans un quartier surpeuplé et rien moins que respectable. Dans Kirk Street, les hommes à vestons de futaine et bonnets de phoque s'attroupaient bruyamment autour des portes des débits de gin. Ici, le beuglement des romances sentimentales, le couinement de l'orgue de Barbarie et les criailleries des marchands des 4 saisons, luxes musicaux des miséreux, ne s'interrompaient jamais dans la rumeur de la journée et pénétraient loin dans la sordide tranquillité des dernières heures de la nuit. Ici, surtout le dimanche soir, le boucher claquait une main satisfaite sur les carcasses graisseuses qui pendaient autour de lui, et, aiguisant son coutelas, il hélait toutes les femmes qui passaient devant son échoppe avec un panier en leur recommandant d'acheter, acheter, acheter. Ici, avec une navrante fréquence, le langage des indigènes était entrelardé de mots tels que les journalistes les citaient dans leurs gazettes sous la forme d'une éloquente ligne noire. Et dans ce secteur bien plus que dans la plupart des autres, les policiers en service de nuit étaient sélectionnés parmi des hommes assez forts pour protéger la fraction la plus sobre de la communauté et assez habiles pour persuader les membres de la fraction la plus alcoolisée de se retirer sans faire d'histoire et d'aller plutôt se bagarrer dans le secret de leurs habitations. Tel était l'endroit où Matt avait élu domicile, après 20 ans d'errance parmi les immensités désertiques du grand continent américain.
Jamais un locataire, de quelque catégorie que ce fût, ne négocia avec son propriétaire des conditions comparables à celles qu'avait obtenues l'excentrique étranger, à commencer par les services domestiques qu'on lui proposait dans son propre intérêt et que Matt considérait comme des nuisances qu'il souhaitait ardemment éviter. Il stipula que personne n'aurait le droit de nettoyer sa chambre, excepté lui-même, que la bonne ne devrait jamais tenter de lui faire son lit, d'y mettre des draps ou de se risquer à lui préparer une collation lorsqu'il regagnait son logis, qu'il serait libre de rester au loin plusieurs jours d'affilée, sans prévenir, s'il le désirait, sans que son logeur ou sa logeuse eussent à s'inquiéter ni à se lancer à sa recherche, du moment qu'ils avaient son loyer en poche. Quant à ce loyer, il ne demandait qu'à le payer d'avance, semaine par semaine, tout au long de son séjour, et il était également d'accord pour rétribuer de temps en temps la servante, à condition qu'elle s'engageât à ne pas lui taper sur les nerfs en se mettant en quatre pour lui. Le propriétaire de la maison et du débit de tabac se montra au début particulièrement enclin à la méfiance, mais, comme il devait être tout aussi particulièrement familiarisé avec la pauvreté, il ne fut point trop hostile à la manne aurifère que la vue d'une poignée d'étincelants souverains répandait sur les bizarreries de son nouveau locataire. L'affaire conclue, Matt alla directement chercher ses effets personnels. Après une absence de quelques heures, il revint avec un sac de meunier sur le dos et un long fusil à la main. Tels étaient ses bagages, en tout et pour tout. Quand il eut déposé son fusil sur le lit, dans la chambre de l'arrière, il enleva tous les meubles et les bibelots de médiocre qualité dont était décorée la première pièce. Il rassembla les 3 chaises branlantes dans un coin et exila la vieille table en demi-lune dans un autre. Puis, dénouant la corde qui maintenait fermé le sac de meunier, il le vida au beau milieu de la pièce, par-dessus son épaule, comme il eût vidé un sac de charbon, ainsi que devait le dire la logeuse par la suite. Parmi les objets qui dégringolèrent sur le plancher se trouvaient, bien enveloppés, quelques peaux d'ours et une magnifique peau de bison, une pipe, 2 chemises de flanelle rouge, une blague à tabac et une couverture indienne, une sacoche de cuir, une poire à poudre, 2 cubes de savon jaune, un moule à balles et un bonnet de nuit, un tomahawk, une lime à ongles, une brosse de ménage, un marteau et une antique grille de foyer. Après avoir vidé le sac, Matt s'empara de la peau de bison et l'étendit sur le lit, avec un sourire méprisant à l'égard de la courte pointe de patchwork et des rideaux râpés. Sur ces entrefaites, il déposa les peaux d'ours avec le sac vide dans un recoin libre, cala sa sacoche de cuir dans un angle du mur, ramassa sa pipe sur le sol, laissa en plan tout le reste au milieu de la pièce. En fin de compte, il s'assit sur les peaux d'ours, avec sa sacoche en guise de dossier, et expliqua au logeur stupéfait qu'il était confortablement installé et qu'il lui serait très reconnaissant de bien vouloir descendre au magasin et lui choisir une livre de tabac le plus fort qu'il eût en réserve. Les autres activités de Matt durant la suite de la journée, en particulier sa manie d'accumuler des quantités de provisions et sa façon de préparer son propre dîner, témoignèrent de la même extraordinaire désinvolture envers la civilisation que la manière dont il était arrivé en ce lieu. Après le dîner, il fit un somme sur ses peaux d'ours, s'éveilla en grommelant à cause de l'atmosphère confinée de la pièce, fuma une longue série de pipes en regardant constamment par la fenêtre, de ses yeux attentifs, perçants. Et finalement, en point d'orgue à ses précédentes bizarreries, il descendit à l'heure où le bureau de tabac était en train de clore ses portes, après la fermeture du théâtre voisin, et demanda tranquillement quel était le chemin le plus court pour se rendre à la campagne, car, disait-il, il avait grand besoin de s'éclaircir les idées et de se détendre les jambes en allant marcher toute la nuit à l'air libre. Il entama la journée du lendemain en nettoyant ces 2 pièces entièrement de ses propres mains, et il parut apprécier grandement cette occupation, en dépit de son expression éternellement grave, triste. Son dîner, son somme, ses pipes et son poste de guet à la fenêtre ressemblèrent en tout point à ceux de la veille. Cependant, le soir, au lieu de s'en aller à la campagne, il préféra errer dans les rues. Ce fut alors que, au hasard de sa promenade, il passa devant la porte de la snuggerie.
Ce qui lui arriva dans cet endroit, nous le savons déjà. Néanmoins, ce qu'il advint de lui par la suite reste à être conté. En quittant Zach, il poursuivit son chemin, sans ralentir l'allure, sans se soucier de sa propre direction, sans faire mine de revenir en arrière avant l'aube. Il était plus de 9 heures lorsqu'il se présenta au débit de tabac, apportant avec lui une impressionnante quantité de boue et d'eau de pluie, en raison du dégel et des averses. Son long parcours ne semblait pas avoir soulagé le malaise qui l'avait incité à prendre congé de Zach si soudainement. Il parlait tout seul, quasiment sans interruption, en marmonnant des paroles incohérentes. Ses épais sourcils étaient froncés, et, sur son visage, les cicatrices de ses vieilles blessures paraissaient rouges de colère. La première chose qu'il fit consista à interroger son propriétaire sur les chemins de fer et sur le quartier de Londres où devait se trouver un terminus dont on lui avait parlé. Comme il n'était pas facile de lui faire comprendre par quel itinéraire il pourrait s'y rendre, le commerçant proposa de faire venir un cab qui le conduirait au chemin de fer. Il acquiesça aussitôt et occupa son temps libre, avant qu'arrivât le véhicule, en effectuant d'incessantes allées et venues sur le trottoir, devant la porte de la boutique. Lorsque le cab passa le prendre, il insista, avec son habituel mépris des apparences, pour grimper sur le toit, parce que de cette façon il profiterait mieux du vent, expliqua-t-il, et bénéficierait de plus de place pour allonger ses jambes qu'à l'intérieur. À son arrivée, dans cet équipage si peu ordinaire, au terminus, il acheta son billet pour Dibbleden, une paisible bourgade commerçante située dans l'un des comtés des Midlands. Lorsqu'il descendit à la gare de Dibbleden, il regarda autour de lui d'un air perplexe, puis il reconnut une route, dans le lointain, qui menait au centre-ville. Il s'y dirigea immédiatement, à pied, repoussant les offres de l'omnibus local. Ce n'était pas jour de marché, et le dégel avait entraîné des dégâts encore plus déplaisants qu'à Londres. Sur toute l'étendue de la Grand-Rue n'apparurent que 3 silhouettes humaines, une femme aux chaussures munies de patins, un enfant sous un large parapluie et un homme qui portait un panier sur le dos et s'acheminait vers la cour de la plus grande auberge de la ville. Matt avait progressivement ralenti le pas aux abords de la bourgade, ralentissant encore dans les rues, jusqu'à s'immobiliser totalement sous les murs de la vieille église, qui se trouvait à l'une des extrémités de la Grand-Rue, dans ce qui semblait être le centre de Dibbleden. Il attendit quelque temps, les yeux fixés par-delà le muret qui séparait le cimetière de la route, puis, lentement, s'approcha d'un portail conduisant à un chemin parmi les tombes de pierre, s'arrêta, changea d'avis, apparemment, et enfin, en une brusque volte-face, remonta la Grand-Rue. Il ne fit plus halte avant de parvenir en face d'une maison tout en longueur, comportant des pignons. À l'évidence, l'une des plus anciennes bâtisses de la localité, mais blanchie à la chaux et repeinte de couleurs vives, afin d'avoir l'air aussi récente et aussi peu pittoresque que possible. Le rez-de-chaussée était partagé entre 2 magasins qui proclamaient leur appartenance, aujourd'hui mais également par le passé, à une seule et même famille. Au-dessus de la plus grande des 2 échoppes, on avait peint une enseigne dans des lettres d'un format respectable. Bradford and Fils, anciennement Joshua Grice, lingerie, bonnetterie, etc. Le panneau sur lequel étaient tracés ces mots continuait en surplomb de la seconde boutique, avec une inscription supplémentaire. Mrs. Bradford, anciennement Joanna Grice, modiste et couturière. Sans se soucier de la pluie ni des gouttes d'eau qui ruisselaient lourdement sur son chapeau et son manteau, Matt resta là, sans bouger, à lire et à relire ces inscriptions du trottoir opposé. Alors que toute sa personne était l'incarnation même de la solidité, il hésitait à présent d'une manière qui ne lui était pas naturelle. À un moment donné, il sembla être sur le point de pénétrer dans la boutique devant lui, et à un autre, il se retourna à demi vers le cimetière qu'il avait laissé derrière lui. En fin de compte, il résolut de regagner le cimetière et revint donc sur ses pas. Il entra rapidement par le portail devant lequel il s'était attardé un peu plus tôt. Puis il suivit un certain temps le petit sentier entre les sépultures. Ensuite, coupant par la pelouse, après avoir un instant hésité en regardant autour de lui,
Il se mit à courir çà et là, en zigzag au milieu des monticules de tourbe, pour s'arrêter soudain devant une modeste tombe de briques dont la hauteur ne dépassait pas 2 pieds. En s'inclinant, il déchiffra les caractères gravés sur la stèle. Il y avait 4 inscriptions, toutes très simples et très brèves, qui ne mentionnaient que les noms, les âges et les dates de naissance et de décès. Les 2 premières concernaient des enfants. Joshua Grice, fils de Joshua et Susan Grice, natif de cette paroisse, 4 ans, et Susan Grice, fille des Sunomé, 13 ans. Ensuite venait la mère, enfin le père, mort à l'âge de 62 ans. En dessous figurait une citation du Nouveau Testament. « Venez à moi, vous tous qui êtes dans l'affliction, et je vous consolerai. » Ce fut sur ces lignes et sur la mention de Joshua Grice père que s'attardèrent le plus longtemps les yeux du lecteur solitaire. Tandis qu'il contemplait les lettres, ses lèvres murmurèrent à plusieurs reprises. Il a vécu jusqu'à un âge avancé. Il a vécu jusqu'à un âge avancé, malgré tout. Au bas de la stèle, il restait assez d'espace pour 2 ou 3 inscriptions supplémentaires. Or, il semblait que Matt se fût attendu à en voir une, car il scruta intensément l'espace libre et le mesura grossièrement avec les doigts, après quoi il compara avec l'espace occupé par les lettres. « Pas là, en tout cas, » murmura-t-il, comme pour lui-même, pendant qu'il quittait le cimetière et regagnait le centre-ville. Cette fois, il franchit le seuil de la double boutique, celui de la partie lingerie, sans hésitation. On n'apercevait personne, hormis le vendeur derrière le comptoir. Le jeune homme eut l'air ravi, ayant passé toute cette morne matinée pluvieuse sans trouver personne avec qui bavarder. De voir quelqu'un, fût-ce un étranger avec une drôle de calotte sous son chapeau, pénétrer enfin dans le magasin. En quoi pouvait-il être agréable à ce gentleman ? Le gentleman n'était pas venu acheter. Il désirait seulement savoir si Johanna Grice, qui tenait autrefois la boutique de modiste, était toujours en vie. « Toujours en vie, sans aucun doute, » répliqua aussitôt le jeune homme avec empressement. Miss Grice, raconta-t-il, dont le frère avait jadis tenu le commerce, désormais dirigé par Bradford et fils, habitait encore en ville. C'était une vieille dame très étrange, qui ne sortait jamais et ne recevait personne chez elle. La plupart de ses vieux amis étaient morts. Quant à ceux qui étaient encore de ce monde, elle avait coupé les ponts avec eux. Elle avait une attitude agressive, violente, et on la soupçonnait d'être un peu folle. Les jeunes gens de Dibbleden la détestaient et la traitaient de vieille tigresse. Selon toute probabilité, ses facultés mentales avaient été durablement perturbées des années auparavant par un effroyable scandale qui avait entaché la réputation de sa famille et les avait tous abattus, eux, des gens si respectables, de si bons chrétiens. À cet instant, le jeune vendeur fut interrompu d'une façon fort discourtoise par l'étranger, qui préférait ne rien entendre à propos de ce scandale et avait une autre question à poser. Cette question semblait plutôt difficile à formuler, car il s'y reprit à 2 ou 3 fois, en utilisant 2 ou 3 types de mots, puis échoua. Finalement, il se borna à demander si d'autres membres de la famille du vieux monsieur Grice étaient toujours vivants. Pendant un moment, le jeune homme resta bouche bée, puis il voulut savoir ce que le gentleman entendait par là. La vieille Mrs. Grice était décédée depuis longtemps. Elle avait eu 2 enfants qui étaient morts en bas âge, et dont on pouvait lire les noms au cimetière. Le gentleman voulait-il parler de la seconde fille, celle qui était si belle et qui avait été à l'origine de toute l'affaire ? Si oui, cette jeune femme s'était enfuie, et elle avait fini ses jours misérablement. En fait, personne ne savait comment. On avait dû l'enterrer parmi les pauvres. En fait, personne ne savait où. À moins que Miss Grice... Le jeune homme se tut, perplexe. Un soudain changement avait altéré les traits du gentleman. Ses joues basanées avaient viré à un blanc crayeux, sur lequel ressortaient plus que jamais ses 2 cicatrices, telles 2 traînées de feu. Sa main robuste et son bras vigoureux tremblaient quelque peu, tandis qu'il s'appuyait sur le comptoir. Allait-il avoir un malaise ? Non, car il s'écarta instantanément dudit comptoir et se dirigea vers la porte.
Là, il se retourna pour demander où demeurait Joanna Gryce. Le jeune homme lui répondit. « La deuxième rue à droite, au bout d'une allée qui menait à des cottages. Miss Gryce habitait le dernier cottage à main gauche. Mais il pouvait assurer au gentleman que rien ne servait de se rendre là-bas, puisqu'elle ne recevait personne. » Le gentleman remercia le vendeur et sortit de la boutique. « Je ne pensais pas que cela me ferait tant d'effet, » grommela Matt en arpentant rapidement la rue. « C'est sûr, ce n'aurait pas été le cas si j'avais entendu cette histoire ailleurs qu'ici. Mais je ne suis plus l'homme que j'étais, maintenant que je suis revenu au vieux pays. Plus de 20 ans pour s'endurcir, mais je ne me suis pas du tout endurci, on dirait. » Il suivit la direction indiquée assez correctement, arriva au dernier cottage à main gauche et essaya de pousser le portillon du jardin. Il était verrouillé et l'on n'apercevait aucune cloche pour prévenir l'occupante de la maison. Cependant, la barrière était basse et Matt, sans l'ombre d'un scrupule, l'enjamba. Puis il s'avança vers la porte du cottage. Comme souvent à la campagne, il suffisait, pour l'ouvrir, de tourner la poignée. Matt entra sans hésiter, puis pénétra dans la première pièce donnant sur le couloir. Il s'agissait d'un petit salon. Au fond, près d'une fenêtre qui avait vue sur le jardin, était assise Joanna Gryce, une vieille femme d'une taille minuscule. Elle lisait un épais volume qui ressemblait à une Bible. Elle se leva brusquement de sa chaise en entendant un bruit de pas et s'avança, l'air farouche. Ses yeux gris lançaient des éclairs et ses mains crochues avaient l'air menaçantes tandis qu'elle se précipitait à la rencontre de l'intrus. Il la laissa s'approcher tout près. Puis il mentionna un nom. Il le prononça 2 fois, très distinctement. Elle s'arrêta aussitôt, livide, la bouche entr'ouverte, les bras ballants, comme si ce nom, ou la voix qu'il avait proférée, avait figé en une seconde le peu de vie qui restait en elle. Après quoi elle recula lentement, agitant les bras autour d'elle, comme si elle eût erré dans les ténèbres. Elle recula jusqu'au moment où elle toucha le mur de la pièce. Alors elle s'y appuya, secouée de tremblements, sans dire un mot. Ses yeux hagards, emplis de panique, fixaient l'homme qui osait l'affronter. Il s'assit sans y avoir été invité et lui demanda si elle ne se souvenait pas de lui. Aucune réponse ne lui fut donnée, ni aucun mouvement qui pût tenir lieu de réponse. Il posa de nouveau sa question, cette fois avec une pointe d'impatience. Elle acquiesça de la tête et le dévisagea, toujours muette, toujours tremblante. Il lui rapporta ce qu'on lui avait appris à la boutique. Puis, utilisant les mots du jeune vendeur, il lui demanda s'il était vrai que la fille du vieux monsieur Gryce, qui avait causé tout ce scandale dans la famille, était morte depuis longtemps, loin de chez elle, de façon misérable. Pendant qu'il parlait, son regard exprimait quelque chose qui sembla obliger la vieille femme à répondre contre son gré. Elle dit oui, et trembla encore plus violemment. Il joignit les mains, inclina la tête. Des ombres noires passèrent sur son visage, et les cicatrices de ses anciennes blessures prirent une teinte plus sombre, presque violette. Son silence et son hésitation parurent redonner soudain confiance et courage à Joanna Gryce. Elle s'écarta un peu du mur, et une lueur de triomphe illumina ses traits, tandis qu'elle répétait sa réponse de sa propre initiative. « Oui, cette traînée qui a déshonoré la famille est morte. Morte et bien morte, et enterrée loin d'ici, dans sa tombe à elle. Pas ici, au cimetière, avec son père et sa mère. Non, Dieu merci, pas ici. » Quand elle prononça ces paroles, il lui lança un regard lourd qui contenait un avertissement, et, sous le poids de ce regard, elle alla se rencogner contre le mur. Mentionnant ce prénom pour la première fois, il lui demanda d'un ton sec où Mary était inhumée. La réponse, articulée lentement, péniblement, arrachée mot à mot, fut que Marie était enterrée parmi des étrangers, comme elle le méritait, dans un endroit du nom de Bankbury, loin de Dibbledine, dans le comté voisin, où elle était morte et où l'on avait envoyé de l'argent pour les funérailles. L'attitude de Matt devint moins rude, moins autoritaire. Son regard s'adoucit. Sa voix était plus triste lorsqu'il reprit la parole.
Et pourtant, la question qu'il posa ensuite à Joanna Gryce sembla la blesser à vif, l'atteindre en plein cœur, comme aucune question n'y était parvenue jusqu'alors. Les muscles de son visage hagard se tordirent, son souffle se mit à halter pendant qu'il lui demandait si ses soupçons étaient fondés. S'il était vrai que Mary était enceinte quand elle avait pris la fuite. Aucune réponse ne lui fut fournie. Il répéta la question, insista pour qu'elle répondît. Était-ce la vérité ou un simple soupçon? La réponse siffla à ses oreilles, chuchotée en quelques syllabes. C'était bien la vérité. L'enfant était-il venu à terme? La réponse lui parvint en un âpre murmure. Oui, venu à terme. Qu'était-il advenu du nouveau-né? Elle ne l'avait jamais vu, n'avait jamais cherché à savoir, n'avait jamais su. Lorsqu'elle prononça ces mots, ses intonations changèrent de registre et se transformèrent en des inflexions rauques, cassantes. Pourtant, ce fut seulement quand son visiteur s'adressa de nouveau à elle que toute sa colère rentrée explosa en une flambée de rage. Alors, pendant qu'il redressait la tête et ouvrait les lèvres, elle alla, d'une démarche chancelante, les bras étendus droit devant elle, vers la table près de laquelle elle lisait quand il était arrivé dans la pièce, et, ses mains osseuses cramponnées à sa Bible ouverte, elle jura, sur la parole de vérité contenue dans le livre saint, qu'elle ne répondrait plus à aucune question. Il se leva calmement et, avec une expression de mépris dans les yeux, il s'approcha de la table et lui parla. Mais sa voix était couverte par celle de Joanna Gryce, qui hurlait ses imprécations sous l'emprise de la colère. « Non, 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 pas un mot de plus ! De quel droit avait-il osé venir là, avec son air insolent et ses yeux menaçants, pour l'obliger à parler de ce qui n'aurait jamais dû franchir ses lèvres ? Jamais, tant qu'elle ne serait pas montée au ciel pour rendre des comptes au jour du jugement dernier. La famille. Il avait l'audace de lui parler de la famille. La seule personne qu'elle eût jamais aimée gisait sous la dalle du cimetière, le cœur brisé. La famille. S'ils avaient tous pu ressusciter en cet instant, qu'aurait-elle eu à faire avec eux, elle, dont l'unique famille était la mort? Oui, la mort était son père, sa mère, son frère et sa sœur, à présent. La mort, qui attendait pour la rappeler à Dieu en temps voulu. Quoi? Il avait l'intention de rester malgré elle? De rester alors qu'elle avait juré de ne plus lui répondre? Oui, il était décidé à rester, et à en apprendre davantage. Mary n'avait-elle rien laissé derrière elle le jour où elle s'était enfuie de la maison? Une sorte de subite résolution parut apaiser les éclats de fureur de Joanna Gryce lorsqu'il prononça ces paroles. Elle étendit la main, d'un geste vif, et lui saisit le bras en levant les yeux vers lui, avec une joie mauvaise dans ses yeux farouches. Il tenait vraiment à savoir ce que cette traînée avait laissé derrière elle? Eh bien, il allait voir par lui-même. Entre les pages de la Bible de Joanna Gryce se trouvait une petite clé qui semblait servir de marque-page. Elle s'en empara et guida son visiteur, la démarche chancelante et les mains appuyées d'un côté sur le mur et de l'autre sur la rampe, en haut de la volée de marche qui conduisait à l'étage des chambres. Matt la suivit de près. Il se tint à côté d'elle lorsqu'elle ouvrit une porte en lui disant d'entrer et de prendre ce qu'il voulait avant de déguerpir. Et peu lui importait pour quelle destination, du moment qu'il était loin d'elle. Elle descendit l'escalier pendant qu'il s'avançait dans la pièce, qui exhalait une odeur de renfermé et où de molles toiles d'araignée pendaient du plafond, grises de poussière. Les vitres encrassées donnaient des teintes maussades au peu de lumière qu'elles filtraient. Il regarda autour de lui et n'aperçut pas le moindre meuble. Rien n'indiquait que cette chambre eût jadis été habitée durant des années, ni même qu'on n'y eût jamais pénétré. Il regarda encore, plus attentivement, et avisa, dans un recoin obscur, un objet couvert de crasse et de poussière qui ressemblait à un coffret. Il tira l'objet vers la fenêtre. Un nuage de poussière s'en dégagea. De répugnantes créatures s'enfuirent en rampant. Il le poussa du bout du pied vers la faible lumière et vit qu'il s'agissait d'un banal coffret entouré d'une ficelle. Il l'examina de plus près et, à travers les toiles d'araignées, les cadavres d'insectes et les souillures de toutes sortes, déchiffra un nom, Mary Gryce. À la vue de ce nom et de la saleté qui le recouvrait,
Il s'immobilisa, silencieux et pensif. Au même instant, il entendit que l'on verrouillait la porte du petit salon au rez-de-chaussée. Il se baissa en toute hâte, saisit le coffret par la ficelle qui le maintenait fermé et quitta la pièce. Sa main rencontra un matériau tandis qu'il agrippait la ficelle qui n'était pas du bois. En détaillant le coffret sur le palier, à la lumière d'un vasistas placé dans le toit, il distingua une lettre fixée dans un angle du couvercle, au moyen d'une épingle. On y avait inscrit quelques mots, mais le papier était poussiéreux, l'encre avait pâli avec le temps et les lettres étaient difficiles à déchiffrer. À force de persévérance, néanmoins, il réussit à lire. Justification de ma conduite envers ma nièce. À lire après ma mort, Johanna Grice. Lorsqu'il passa devant la porte du petit salon, il entendit sa voix. Elle lisait. Il s'arrêta et écouta. Les mots qui parvenaient à ses oreilles lui semblaient familiers, et pourtant, dans un premier temps, il lui fut impossible de se remémorer de quel livre il provenait. Il écouta un peu plus longtemps. Ses souvenirs d'enfance l'aidèrent à se rappeler. Soudain, il comprit que le livre que Johanna Grice lisait à haute voix pour elle-même n'était autre que la Bible. Son visage s'assombrit et il s'empressa de sortir dans le jardin. Toutefois, il s'arrêta avant d'avoir atteint la barrière et, se retournant vers la fenêtre du petit salon, regarda à l'intérieur. Il vit Johanna Grice assise le dos à la fenêtre, les coudes sur la table, les mains fourrageant fébrilement dans sa tignasse grise. Sa voix demeurait audible, mais les mots qu'elle articulait ne pouvaient plus être entendus. Il attendit quelques minutes devant la fenêtre, puis il quitta brusquement son poste d'observation en murmurant « Je me demande si ce livre ne va pas la tuer. » Telles furent ses seules paroles d'adieu. Avec cette pensée au fond du cœur, il s'éloigna du cottage et de Johanna Grice. Il marcha sous la pluie en emportant le petit coffre, à la recherche d'un endroit abrité où il pourrait l'ouvrir. Après un trajet d'environ 1 mille, il avisa une vieille étable un peu en retrait de la route, un bâtiment désert, abandonné, qui, malgré son mauvais état, lui offrirait un refuge acceptable. Il entra. Dans un coin, la paille était sèche, assez sèche en tout cas pour lui convenir. Il alla s'y agenouiller, coupa la ficelle autour du coffret, hésita avant de l'ouvrir, puis détacha la lettre épinglée au couvercle. C'était une longue missive, remplie par une écriture serrée, en pâte de mouche. Il la parcourut avec impatience, jusqu'à ce que son attention fût attirée par 2 ou 3 lignes, plus lisibles que le reste, vers le milieu d'une page. Durant plusieurs années, il avait perdu l'habitude de lire des caractères manuscrits, mais il s'obstina à déchiffrer les mots que contenaient ces quelques phrases qui avaient frappé son regard. Elle disait « Il ne me reste plus qu'à ajouter, avant de procéder à l'abominable confession du déshonneur qui a frappé notre famille, que je n'ai jamais revu l'individu qui induisit ma nièce en tentation et la poussa à commettre le péché mortel qui marqua sa ruine en ce monde et marquera sa ruine dans l'au-delà. » Après ces lignes, il ne fit pas l'effort de poursuivre sa lecture. Ayant prestement enfoui la lettre dans sa poche, il se tourna une fois de plus vers le coffret. Le couvercle était scellé par des rubans, mais on ne l'avait pas fermé à clé. Il força l'ouverture, pour ne trouver à l'intérieur que quelques accessoires typiquement féminins, une petite boîte à ouvrage, un collet de dentelle où était encore accrochée une aiguille avec du fil, plusieurs lettres, certaines attachées ensemble, d'autres isolées, un album joliment relié, ainsi qu'une quantité de fougères et de feuilles séchées qui avaient dû s'échapper de ces pages. Une tapisserie où figurait un motif destiné à une pantoufle, une veste noire, élégante, dont le col comportait une broderie inachevée. Il lui parut évident dès le premier coup d'œil que ces objets avaient été jetés pêle-mêle dans le petit coffre et qu'on les y avait abandonnés tels quels. Pendant 1 minute ou 2, il considéra la sinistre signification de ce désordre, puis il détourna la tête et murmura pour lui-même, plusieurs fois, tristement, ce prénom de Mary, qu'il avait déjà prononcé en présence de Johanna Grice. Au bout d'un moment, il ramassa machinalement les missives qu'il avait éparpillées autour du coffret, et, tout aussi machinalement,
commença à les remettre en place sans les ouvrir. Soudain, il lui sembla que l'une des lettres contenait un objet, ce qui l'incita à décacheter l'enveloppe afin d'en examiner le contenu. Il ne rencontra rien d'autre qu'un morceau de papier plié avec soin. Il le déplia pour découvrir une boucle de cheveux à l'intérieur. Il la replaça immédiatement dans l'enveloppe, comme s'il lui eût fallu la dérober à son propre regard le plus vite possible. En revanche, il étudia la lettre plus en détail. La missive, rédigée par une écriture de femme, était adressée à Miss Mary Gryce d'Ibaldine et portait pour unique indication Bond Street, Londres, mercredi. Le cachet de la poste indiquait que l'envoi remontait à de nombreuses années. Le texte n'était pas très long et Matt, s'attelant à la tâche, entreprit de le déchiffrer du début à la fin. Voici ce qu'il lut. Ma très chère Mary, je viens de vous envoyer votre ravissant bracelet de cheveux par la diligence, emballé et scellé avec goût par le joaillier. Je vous l'ai adressé à votre nom, de même que la présente, en me rappelant ce que vous m'aviez dit au sujet de votre père, qu'il se faisait un point d'honneur de ne jamais ouvrir vos lettres ni vos colis, et qu'il interdisait à votre horrible tante Johanna de le faire. J'espère que vous recevrez ceci, et le petit paquet à peu près en même temps. Je tiens à vous rassurer. En effet, le dessin de votre bracelet s'est nettement amélioré depuis que la nouvelle chevelure a été entrelacée avec l'ancienne. Avec quelle malice vous pourrez vous réfugier dans votre chambre en rougissant à l'insu de tous, comme la fleur dans le poème, lorsque vous le regarderez. Peut-être serez-vous surprise de noter que l'on a ajouté quelques petites attaches en or. Le joaillier m'a expliqué que c'était nécessaire. Les cheveux de votre malheureuse sœur étaient le seul matériau du bracelet au commencement, lorsque vous me les avez envoyés. Et ils étaient très différents de ceux de votre grand et pur amour, que vous nous avez adressés afin qu'on les mêle au premier. En fait, il a été très compliqué de les ajouter correctement à ceux de la pauvre Suzanne. En conséquence, le joaillier a dû consolider le tout avec ses petits fermoirs en or, comme vous le verrez. Les deux chevelures sont mêlées d'une manière très harmonieuse. Aucun bijoutier, à la campagne, n'aurait pu faire aussi bien, et vous avez eu tout à fait raison de l'envoyer à Londres, au bout du compte. Je me considère comme un assez bon juge en la matière, et je vous affirme solennellement que c'est maintenant le plus beau bracelet de cheveux que j'ai jamais admiré. Le voyez-vous toujours aussi souvent? Il devrait se montrer très touché lorsque vous lui signifierez que vous l'aimez au point de mélanger ses cheveux avec ceux de la pauvre Suzanne, à laquelle vous étiez si tendrement attaché. Je dis qu'il le devrait, mais vous me dites avec certitude qu'il le sera, et je suis toute prête, ma chérie, à croire que c'est vous qui avez raison. Je voudrais vous écrire plus longuement, mais je manque de temps. La saison de Londres vient de commencer, et nous sommes débordés. J'envie vos couturières de province, et je suis presque tentée de retourner à Dibaldine pour être tyrannisée par Miss Johanna du matin au soir. Je sais que c'est votre tante, ma chère amie, mais je ne puis m'empêcher de vous dire que je déteste jusqu'à son nom. Votre amie affectionnée, Jane Holdsworth. P.S. Le bijoutier a renvoyé les cheveux dont il n'a pas eu besoin. Je vous les adresse donc sous ce pli, à vous, leur légitime propriétaire. Les cicatrices qui, sur le visage de Matt, indiquaient l'intensité de ses sentiments d'une façon plus perceptible que ses expressions ou ses gestes, virèrent de nouveau au rouge à mesure qu'il déchiffrait cette lettre. Il la froissa au lieu de la replier, et s'apprêtait à la lancer rageusement dans le coffret, quand la vue de ces objets si féminins et de ces ouvrages à demi achevés sembla retenir sa main et l'inciter soudain à plus de douceur. Il lissa le papier avec précaution et le plaça soigneusement au milieu des autres enveloppes. Ensuite, il contempla le petit coffre, songeur, pendant quelques minutes, avant de sortir de sa poche la lettre qu'il avait parcourue en premier et de la jeter parmi les autres. Enfin, il referma brusquement le couvercle. « Je ne peux plus toucher ces affaires, dit-il à mi-voix. Je ne peux pas les regarder sans que ça me rende. » Il s'interrompit afin de nouer la ficelle autour du coffret, avec énergie,
comme si le simple effort physique de tirer sur cette ficelle eût constitué pour lui un soulagement en un pareil moment. Je le rouvrirai pour examiner tout ça dans 1 ou 2 jours, quand je serai loin d'ici, loin du passé, poursuivit-il en bouclant le dernier nœud d'un geste sec. Oui, quand je serai loin d'ici, loin du passé, et que je serai redevenu moi-même. Il quitta son abri, rejoignit la route, puis s'arrêta, irrésolu, en regardant tout autour de lui. Où se diriger maintenant? Que décider? Aller se recueillir sur la tombe où, selon Johanna, était inhumée Mary? Non. Pas avant d'avoir lu toutes les lettres et examiné à fond la totalité des objets contenus dans le coffret. Regagner la capitale et se rendre au rendez-vous prévu avec Zach le lendemain matin? Oui, il n'avait rien de mieux à faire que de rentrer à Londres. Avant la nuit, il avait repris le chemin de la grande ville et de son rendez-vous avec Zach. Le chemin de l'endroit, bien qu'il fût loin de s'en douter, où se cachait la clé du mystère de Mary Grice. Merci pour votre écoute. Suite au prochain épisode. À bientôt.